L'anniversaire d'Alexandre Loukachenko, le 30 août, ils en ont fait l'enterrement de son régime. Devant l'ambassade de Biélorussie à Vilnius, les trompes d'eau n'ont pas dissuadé quelques opposants qui vivent ici en Lituanie. Beaucoup sont venus étudier dans un pays libre, certains y sont restés, préférant l'Union européenne à la dictature. Ils ont les yeux rivés sur leur téléphone. Les premières images de la manifestation à Minsk arrivent avant qu'Internet ne soit coupé. Certains risquent la prison s'ils retournent au pays, comme Kirill, exilé en Lituanie depuis 2007 pour avoir participé à un mouvement de jeunesse interdit. La situation évolue tellement vite qu'on ne peut pas dire quand Loukachenko va partir. Ça peut être dans une semaine comme dans un an. Oui, il y a un risque qu'avec le temps, les manifestations faiblissent. Mais il pourrait aussi y avoir un autre scénario et qu'au contraire, la colère de la population aille grandissante parce que Loukachenko s'accroche au pouvoir. Je viens de recevoir un coup de fil de ma sœur au téléphone, pas via les réseaux sociaux parce qu'on n'a plus accès à Internet. Elle est à côté du centre commercial Nimiga à Minsk. Pour l'instant, tout a l'air calme, mais on ne sait jamais. Le lendemain, Kristina visionne les images qui ont fini par arriver. Je veux vivre dans un pays libre. On ne veut plus avoir peur. C'est effrayant de ne pas pouvoir manifester. Le fait que les journalistes ne soient plus autorisés à entrer en Biélorussie ou qu'on leur retire leurs accréditations, c'est un des derniers coups du gouvernement. Mais c'est déjà trop tard, parce qu'aujourd'hui, chaque personne dans la rue est un journaliste. Tout le monde a un téléphone, tout le monde filme, tout le monde met en ligne les images. Bien sûr, ils essayent de couper Internet, mais les images sont envoyées plus tard. C'est une méthode d'un autre âge. Ça marchait il y a 20 ans quand il n'y avait qu'une seule vraie caméra à Minsk. Mais maintenant, c'est juste ridicule. C'est vraiment stressant de rester ici et de ne pas aller en Biélorussie. Mais je comprends aussi que je suis plus utile ici, à Vilnius, et non en Biélorussie. Se battre depuis la Lituanie, collecter des fonds pour aider les opposants biélorusses licenciés et mobiliser l'opinion internationale, la candidate à la présidentielle du 9 août, Svetlana Tikhanovskaya, a dû s'y résoudre. Elle vit en exil à Vilnius avec ses enfants alors que son mari croupit toujours en prison en Biélorussie. Je suis convaincue que le mouvement de contestation ne faiblira pas. Il peut se transformer et prendre d'autres formes, mais pas faiblir, certainement pas. Ce qui me préoccupe actuellement, c'est la sécurité de mes compatriotes biélorusses, car ce que je vois en ce moment, c'est de la répression ciblée. Les gens sont victimes de détentions administratives et poursuivis en justice. Et je redoute qu'il puisse y avoir des provocations orchestrées par l'État. Ce pourrait être un prétexte pour le gouvernement d'accentuer encore la répression. À 50 km au sud de Vilnius, la frontière est là, coupant parfois des villages. Du temps de l'URSS, la ligne de partage était très théorique et pendant des années, les gens ont tissé des liens familiaux de chaque côté. Aujourd'hui, même s'il est plus difficile d'aller en Biélorussie, on y suit de très près les événements. Bien sûr que l'on suit ce qui se passe là-bas. La frontière, elle est à 200 mètres d'ici, pas plus. Elle est juste là. Qu'on les laisse se libérer. Qui ne veut pas la liberté? Tout le monde veut être libre, tous les Biélorusses. Youssef restaure une maison de l'époque de l'Empire du Tsar. Quand on lui demande ce qu'il pense des événements, il reste prudent, sa femme est biélorusse. Vous connaissez la situation là-bas. Tout ça, c'est de la politique. Une partie du peuple veut vivre d'une certaine façon et puis l'autre, elle veut conserver l'ancien régime. Mais c'est à eux de décider comment ça va se résoudre. On ne sait pas, nous, hein. C'est à eux de décider.
Il connaît par cœur tout le secteur et notamment les coins où les gardes frontières ne viennent pas trop. Car depuis l'entrée de la Lituanie dans l'UE et dans la zone Schengen, la frontière a été renforcée et cela le gêne beaucoup. Si je suis nostalgique du temps où l'on pouvait aller plus loin, bah oui. Je suis nostalgique de ne plus pouvoir aller dans la forêt, de l'autre côté, où il y a plus de champignons et puis de fruits. Mais bon, maintenant j'ai aussi le droit d'aller jusqu'en France ramasser les champignons. De l'époque de l'URSS, les Lituaniens ont gardé cette tradition de la rentrée des classes toujours le 1er septembre. Les enfants sont bien habillés, ils apportent des fleurs à leurs professeurs. Mais sinon, depuis l'indépendance en 1990, la Lituanie a tout fait pour effacer la période soviétique. Et pour l'universitaire Andrzej Puchto, le soutien à l'opposition à Loukachenko s'inscrit dans cette même logique. On se sent très concerné par ces manifestations qui se déroulaient déjà en Ukraine et maintenant en Biélorussie. C'est encore plus proche de nous. Car c'est notre histoire aussi, on se sent comme des frères et sœurs. On sent que nous devons les aider parce qu'il s'agit de notre futur. C'est notre avenir. Nous voudrions avoir une zone de démocratie, de société civile, beaucoup plus forte que celle que nous avons jusqu'à présent. Une histoire commune qui remonte même au Moyen-Âge et qui fait qu'aujourd'hui on affiche un peu partout sa solidarité avec les partisans du drapeau blanc et rouge en Biélorussie, les opposants à Alexandre Loukachenko. Il l'avait déjà fait à l'époque des manifestations en Ukraine. Mais pour la diplomatie lituanienne, c'est aussi une façon de rappeler au monde que le vrai danger, ce n'est pas le dictateur de Minsk, mais son grand frère russe, Vladimir Poutine. Si vous ne fixez pas de limite à Poutine, si vous laissez une zone grise, eh bien il va s'emparer de ces territoires. S'il perçoit une faiblesse de l'Occident, une indécision, il s'engouffre dans la brèche le plus profondément possible. Il agit comme avec un couteau qu'il enfonce jusqu'à l'os. Et s'il n'y a pas d'os, le couteau traverse. Le couteau a déjà percé l'Ukraine. Et maintenant, la Biélorussie. Et si nous ne faisons rien, eh bien le couteau s'enfoncera là. Et le pays perdra son indépendance. 10 millions d'Européens perdront pour toujours leur liberté. Et il continuera. Mais pour l'opposition à Loukachenko, il y aurait aussi un risque à s'afficher anti-russe, pro-européen ou même pro-OTAN. Ce serait une erreur, une provocation dans laquelle Poutine s'engouffrerait. Candidat en 2006 face au dictateur, Alexandre Milinkevitch vit dans sa datcha loin des manifestations de Minsk. Mais depuis Vilnius, il est joignable par Internet et c'est en ligne qu'il se bat. C'est un combat pour la liberté, la dignité et la vérité. C'est ce que représente notre drapeau. Et les gens se demandent, est-ce que Poutine peut envoyer les troupes en Biélorussie? Mais aujourd'hui, il ne peut pas envoyer les troupes, parce qu'il n'y a pas de slogan anti-russe. Mais il n'y a pas non plus de slogan pro-européen. C'est une révolution pour la dignité d'un peuple, et c'est ce qui est beau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dignité dans ces images qui nous parviennent de Minsk. Dimanche 5 septembre, ils étaient encore une centaine de milliers à manifester en centre-ville. Il y a eu plus de 600 arrestations. Mais un mois après cette élection présidentielle truquée, la question de l'exil se posera de plus en plus si rien ne bouge et si Alexandre Loukachenko prête serment, comme si rien ne s'était passé. Vous pensez quitter le pays? Pour être franche, si rien ne change, oui. Nous, on a décidé de manifester le plus longtemps possible, jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous soyons tous arrêtés.
Les autorités ne se rendent pas compte qu'ils vont perdre les meilleurs médecins, tous ceux qui travaillent dans les technologies numériques, tous les professionnels, les jeunes diplômés. Et il ne restera plus rien. De l'autre côté de la frontière, en Lituanie, on capte la radio d'État biélorusse. Aux informations, pas un mot des manifestations contre Loukachenko. On égrène des mauvaises nouvelles de l'étranger pour faire croire au petit peuple que le président les protège. Le château de Norvélishkesh est lui aussi juste à la frontière. Le cimetière témoigne de l'histoire de cette région, ballottée entre des systèmes politiques antinomiques. Mais même ici, côté lituanien, Alexandre Loukachenko conserve des partisans. Tout va bien, tout redeviendra normal là-bas. Loukachenko va rester au pouvoir, personne d'autre. Sans lui, il n'y aura pas d'ordre. Minsk, c'est une ville très propre, en ordre. C'est mal la vie en Biélorussie? Il suffit juste de travailler. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici en Lituanie? Ils ont tout pris, tout volé, tout détruit et n'importe qui peut rester à ne rien faire ou alors partir à l'étranger. La Biélorussie, c'est un pays riche. Alors quelle révolution veulent-ils là-bas? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'il leur manque? Comme dit Loukachenko, ils en veulent trop. Moi, je suis pour Loukachenko. Et pendant que les campagnes se laissent bercer par la propagande, en cette fin d'été, l'espoir renaît chez les exilés, comme Kirill, rencontré lors de la manifestation devant l'ambassade de Biélorussie à Vilnius. À 37 km de la capitale, ce petit poste frontière est fermé à cause du Covid, mais il espère revenir bientôt dans son pays pour assister à la chute du régime. Je n'ai pas vu mon pays depuis 13 ans. Pour moi, bien sûr, c'est dur. Mais quand je vois ce qui s'y passe, je sens aussi qu'il y a un certain espoir et que dans un avenir proche, je pourrais peut-être retourner là-bas. Plus d'un mois après l'élection présidentielle, les deux camps continuent de s'observer. Les uns manifestent en paix, les autres arrêtent, enferment, torturent. Coincés entre l'Union européenne et la Russie, les Biélorusses ont appris en 26 ans de régime Loukachenko la patience et la prudence. Mais en 2020, une page s'est tournée.